Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 138 du Hoopcast. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour votre dose hebdomadaire de NBA. Nous sommes réunis comme toutes les semaines avec à ma gauche Monsieur Georges Eddy. Bonjour Georges. Bonjour Alain. Ça va très bien cette semaine, la NBA a repris, on est en forme. Oui, tout à fait. Quel plaisir. À ma droite, Jérémy Lebescoin a une petite absence, mais nous avons un remplaçant de choix puisqu'il s'agit de Thomas Bergeron. Bonjour Thomas. Bonjour Alain. Thomas qu'on présentera plus en détail avec ses réalisations, notamment en fin d'émission. Mais sachez qu'il est notamment l'auteur d'American Dream et du livre d'or du basket 2016, dont on va reparler évidemment, journaliste basket depuis très longtemps et qui va nous épauler dans le programme de cette semaine. Au programme, justement, les premiers matchs de la saison. On va se demander si les Bulls se vont dans le mur et on fera évidemment un point sur les Français de NBA. C'est parti pour le Hoopcast 138. C'est parti pour la saison 2016-2017 avec une première nuit déjà très savoureuse et une semi-surprise victoire de 29 points des Spurs à Golden State, 129-100. Nous allons regarder un petit peu les stats principales de ce match, messieurs, avec 35 points pour Kawhi Leonard, 26 pour la Marcus Aldridge, Tony Parker, on va en reparler aussi un peu plus discret. Kevin Durant est à 27 points et dire bon pour sa première sortie avec sa nouvelle équipe. Messieurs, domination totale des Spurs. On va laisser la main aller à notre invité. Qu'est-ce qui a cloché pour ces Warriors ? C'est les grands débuts de Kevin Durant. Il y a une alchimie à trouver. Bon, Kevin Durant a été bon, mais en fait, c'est collectivement que les Warriors ont sombré. Ils ont complètement explosé dans la tenue de leur rebond défensif. Ils ont perdu trop de ballons. Ils n'étaient pas du tout là en défense. Et le banc a sombré aussi par rapport à celui de San Antonio. Ils ont vraiment souffert de la comparaison. En gros, on a vu une équipe qui était pratiquement déjà huilée et prête à jouer des deux côtés du terrain. Et de l'autre côté, une équipe qu'on annonçait invincible, mais qui se cherche en ce début de saison. Georges, c'était trop brouillon côté Warriors. Et comment tu peux appeler ça une semi-surprise ? C'est la surprise du siècle. Ah bon, j'ai eu peur, je croyais qu'il allait me dire que c'était pas une surprise. Tous les bookmakers et les grands experts de la NBA se retrouvent ridiculisés par ce résultat. Je ne peux pas te dire à tel point je suis ravi. Plus 29 sur le terrain de l'équipe où les bookmakers les donnent favoris historiquement comme on n'a jamais vu par le passé. Donc les bookmakers se trouvent ridiculisés. Les experts qui voulaient presque donner des titres à Golden State même avant que la saison démarre avec tous les records, etc. Donc déjà, ça rend cette saison NBA beaucoup plus intéressante. Et je trouve ça fantastique. Il reste quand même 81 matchs de saison régulière à taper. Et je trouve ça génial. Donc bravo les Spurs. Ils ont 20 rebonds de plus, des rebonds offensifs à tir larigot. Ils sont à 50% à 3 points, 7 sur 33 à 3 points pour les Warriors. Et le banc, il n'y a même pas à comparer. Donc voilà où San Antonio gagne le match. Mais je vous avais dit la semaine dernière qu'avec leur métier, San Antonio, c'est le genre d'équipe qui voudrait faire un coup d'éclat pour justement ridiculiser les bookmakers et les experts. Ça, c'est vrai que il n'y aura pas de 82-0 pour les Warriors et ça rend encore plus intéressante, on a envie de dire, cette saison. Après, ça peut aussi leur enlever pas mal de pression sur leur début de saison d'avoir déjà perdu. Comme ça, la comparaison par rapport à l'équipe de l'année dernière, les 24 victoires de suite, on peut tout de suite oublier. Ils vont pouvoir passer à autre chose, se reconcentrer sur la défense déjà, parce qu'en prenant 129 points, même s'ils sont brillants en attaque, ils ne gagneront pas un match à ce niveau défensif, quoi. Après, on peut aussi tempérer en disant que du côté des Spurs, on a un match record de Leonard, on a un match record de Simons, donc ça, peut-être qu'ils ne feront pas ce genre de performance aussi tous les soirs. Oui, Jonathan Simons qui sort du banc avec 20 points, qui est la très belle surprise quand même de cette soirée en l'absence de Danny Green. Notamment Tony Parker, solide à la main, 9 points, 4 passes, 26 minutes, ça a été très sobre. Oui, mais c'est ce que Tony va faire cette saison, hein. C'est faire jouer les autres. De toute manière, maintenant, San Antonio, c'est un monstre à deux têtes. Les deux têtes s'appellent Kawhi Leonard, le Marcus Aldridge. On a entendu que Aldridge n'était pas très content de ne pas être considéré comme le numéro 1, comme c'était le cas à Portland. Mais là, on a vu que les deux peuvent très bien cohabiter.
même avec Kawhi qui met plus de points, j'espère que le Marcus Aldridge va se contenter de ses 26 points et 14 rebonds. C'est déjà pas mal, non? C'est pas mal. Et déjà, bon, c'était comme en playoff l'année dernière, c'est ces deux hommes-là qui portent l'équipe en attaque, plus ou moins en défense pour Kawhi Leonard, et les autres sont juste complémentaires. Mais c'est Simmons l'énorme surprise. Donc, record de carrière pour Leonard, je veux bien, mais Simmons à 20 points, personne n'aurait pu pronostiquer ça. Thomas. Ouais, non, il n'y a qu'un chiffre qui permettra de juger de la saison de Parker, c'est le nombre de victoires de son équipe. Là, il l'a annoncé, il est vraiment dans un autre rôle. Et moi, je l'ai trouvé malgré tout individuellement très bon au début du match. C'est lui qui met le premier panier, qui fait rapidement une bonne passe pour Pau Gasol. Donc en fait, il a participé à bien lancer son équipe. Et puis après, il est là pour amener son expérience maintenant. Un petit mot sur... Par contre, Gasol n'a rien fait. Donc, c'est voilà. pas l'arrivée de Gasol qui fait que San Antonio gagne. En fait, c'est l'acquis collectif que possédait déjà San Antonio qui leur fait gagner contre une équipe complètement renouvelée, en fait. Un petit mot pour terminer sur ce match sur le secteur intérieur de Golden State. On l'a dit, dominé largement au rebond. Est-ce que ça va être vraiment, on l'avait déjà dit un peu dans la preview, le gros point faible de cette équipe de Golden State? Et est-ce que ça va vraiment être là qu'il va falloir appuyer? On a senti quand même que Andrew Bogut a manqué, Thomas. Oui. Bogut, on l'a vu, un des tournants de la finale de l'année dernière, c'est aussi la blessure de Bogut. C'était un très grand gabarit qui était peut-être pas hyper athlétique, mais qui faisait valoir son envergure près du cercle en défense. Zaza Pachulia est plus un attaquant qu'un défenseur. Donc clairement, il manque de densité. C'était aussi un joueur très intelligent en attaque, dans la pose d'écran. Ça peut paraître anodin, mais bien poser un écran pour tous ces forts attaquants, c'est hyper important. Donc c'est sûr que Bogut va beaucoup leur manquer. Même s'il ne jouait que 15 minutes par match en moyenne. Mais il était toujours là au début pour lancer sur les bons rails avec ses qualités, contreur, écran et passeur. Parce qu'il fixait à l'intérieur, il sortait des ballons, vous êtes à 3 points tout seul face au cercle, c'est le meilleur shoot. Donc Bogut était très important et son absence en finale était aussi décisive que l'absence dans le match 5 de Draymond Green. Pachulia peut faire des écrans, il peut mettre un peu de points, mais on a vu qu'il est collé au sol. Alors peut-être JaVale McGee sera obligé de jouer un peu ce rôle de contreur, comment on appelle ça? Oui, il peut le faire de dissuasion oui, c'est avec ça. son envergure. Comme faisait Festus Ezeli et Bogut. On va passer au match suivant. Alors non, chronologiquement, il était avant. C'était Knicks Cavaliers, le premier match du champion en titre. Parce que oui, le champion en titre, c'est quand même les Cavaliers. On n'en parle pas beaucoup. Ils se sont imposés face aux Knicks. Les stats de ce match, on va les avoir à l'écran également avec un Carmelo Anthony à 19 points, Derrick Rose à 17. Mais surtout un LeBron James en triple-double, 19, 14, 11. Kyrie Irving, Kevin Love, ça a tourné derrière. Et là, messieurs, on a envie de dire, ça a quand même tourné à la démonstration côté Cleveland qui s'impose comme le champion. Ils ont les bagues. Et c'est rare, parce que très souvent, quand il y a ce fameux match du champion où on distribue les bagues, on monte la bannière, on fait la célébration, des discours à droite et à gauche, et après, quand le match démarre, plus de jus, et après, les champions titres sont ridicules. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est le même écart, 29 points, que San Antonio sur le terrain de Golden State. Bon, là, c'est plus logique, à la maison, une équipe de New York complètement remaniée et pas du tout en place, ça s'est vu. Et ce que j'ai vu, c'est le triple-double de LeBron. Je le vois faire des stats comme ça cette saison, mais pas chercher à marquer beaucoup. Il va jouer moins et il va laisser le rôle de numéro 1, la star de l'attaque, à Kyrie Irving, qui a déjà joué ce rôle avec 29 points et 4 sur 7 à 3 points hier soir. Thomas, LeBron à 28-8 et Kyrie à 25 points. C'est tout à fait possible. Pour la petite anecdote, c'est le premier triple-double en ouverture de la saison depuis 2006 et Jason Kidd, je crois. Vous avez lu Basket USA, mon cher. J'en ai lu plein, toujours. C'est bien. Et puis encore une fois, là, c'est une équipe dont les joueurs majeurs ont très peu changé, qui se trouve tout de suite. Kevin Love a été très bon aussi. Donc le Big Three de Cleveland est là. LeBron a fait du LeBron, quoi. Et effectivement, c'est probablement ce à quoi il faut s'attendre. Alors, parlons un peu de ces Knicks que beaucoup de monde attendait. Joakim Noah est à 0 points en 20 minutes avec 6 rebonds et 3 passes, 19 points pour Melo, on l'a dit. Il y en a 16 pour Porzingis, 17 pour Rose. Est-ce que... alors, Georges, tu n'avais pas l'air du tout convaincu quand on a dit 2 mots il y a un instant, d'ailleurs. Ces Knicks, ça avait l'air pas en place.
Oui, bah, c'est ce que nous avons dit, ou j'ai dit la semaine dernière. Je suis très dubitatif pour les Knicks et pour les Bulls. Donc, recrutement avec des noms marquants et on va dire, des anciennes stars. Donc, il va falloir, et Noah l'a dit après le match, beaucoup de temps pour mettre tout ça ensemble pour que ça fonctionne. Donc, forcément, face à Cleveland, qui a gardé intact plus ou moins les joueurs les plus importants de la saison passée. Ils ont été très, très légers. Noah a diminué physiquement. Est-ce qu'il va retrouver la grande forme un jour? Je l'espère, mais j'ai des doutes. S'il n'est pas en forme, le premier match de la saison, c'est déjà inquiétant. En pré-saison, il a peu joué et il revient de ses problèmes de l'épaule et ailleurs. Je pense qu'il est usé, le garçon. Et après, il y a Rose qui refait le Rose de ses dernières saisons à Chicago. C'est-à-dire qu'il est à moins 19 en statistique, plus-moins, quand il est sur le terrain. Ce n'est pas uniquement sa faute. Il fait 7 sur 17 au tir. Mais très honnêtement, cette équipe de New York est très, très loin du niveau de Cleveland. On va terminer avec le troisième match de la soirée qui était le plus serré. Pourtant, même si c'est celui dont on parle le moins, les Blazers ont battu le Jazz 113-104. Les stats, encore une fois, avec un Damian Lillard énorme. On va reparler de lui un petit peu en fin de news, donc on va l'éviter pour le moment. 39 points. Et puis, messieurs, un Rudy Gobert qui est probablement le meilleur Français de la nuit. 12 points, 14 rebonds et 2 contre. Dans son rôle, on a envie de dire, Thomas, de encre défensive de Utah. Ouais, et puis on attend beaucoup de Rudy cette année. L'année dernière, on pensait que ça pouvait être la saison de l'explosion après sa deuxième moitié de saison extraordinaire en 2014-2015. Ça n'a pas été tout à fait le cas. Il avait été ralenti par des blessures. Donc c'est vrai que cette année, on attend de lui qu'il soit en double-double, qu'il soit le leader. La franchise d'Utah en a fait le visage de la franchise, placardé en gros sur le... Mais pas encore le contrat. Visage de la franchise. Il voudrait le contrat pour confirmer ça. Je pense que ça viendra. Mais là, Utah a souffert, même si Gobert a été bon, a souffert des absences de Gordon Hayward et Derek Favors. C'était un peu... Oui, parce que Georges Boris Dio était titulaire. Alors, il y a une absence évidemment de Derek Favors qui a contribué à ça. Il met 2 points. Il met 2 points, c'est vrai. En plus de 30 minutes, il est maladroit. Oui, 1 sur 8. Mais de toute manière, c'est clair que sans Gordon Hayward blessé au droit, le début de saison va être forcément laborieux. Mais bon, je vois Rudy confirme les quelques gros matchs qu'il a fait en pré-saison où il avait approché même les 20 points. Donc on dit en défense c'est un des meilleurs, mais en attaque il a tout à prouver et tout à apprendre. Et là il montre qu'il y a une progression. Je pense qu'avec Boris derrière lui pour pousser, il fera des doubles-doubles très très souvent. Et je pense qu'il peut même dépasser assez souvent les 15 points. Hood 26 et Joe Johnson. Le nouveau joueur 29, ça c'est hyper positif parce que ce score est trompeur. À 1 minute de la fin, il y avait plus 1 pour Utah. C'était très serré, en effet. Voilà, et donc c'est un 3 points de Lillard qui renverse la situation et après ils ont mis les derniers points dans la dernière minute. Mais Utah aurait très bien pu gagner à Portland. Allez, on va revenir dans l'actualité un peu plus froide, entre guillemets, avec la retraite de Ronny Turiaf. On voulait en dire un mot, puisque c'est désormais officiel. Le Français quitte les parquets. Il n'avait plus joué depuis le 14 novembre 2014, donc ce n'est pas franchement une surprise. Drafté par les Lakers, 37e position en 2005, opéré du cœur dans la foulée. C'est une histoire assez folle. On va voir ses stats en carrière. Et on va dire un petit mot quand même, messieurs, sur la révérence de Ronny Turiaf. Alors, quasiment 5 points et 4 rebonds par match, avec un bloc et demi. Quelle trace il laisse aujourd'hui en NBA, Ronny Turiaf, Thomas? Ronny, au-delà du joueur et de ses performances individuelles, ce qui est impressionnant, c'est les noms qu'il a côtoyés. Et au cours de ses 10 ans, il s'est retrouvé dans des bonnes équipes. Il a été un très bon coéquipier et même un proche de Kobe aux Lakers. Coaché par Phil Jackson, avec Pau Gasol. Il a gagné un titre avec Miami de la grande époque, avec les 3 Amigos. Partout où il est passé, il était apprécié. Dans un rôle d'energizer en sortie de banc sur le terrain, mais en fait c'est surtout la camaraderie, la façon qu'il avait de se faire apprécier de ses coachs et de ses coéquipiers qui définissent sa carrière, quoi. Georges, on retient le tourneur de serviettes alors? Oui, en fait, c'est le 3e larron ultime. Le trio, c'est Tony Parker, Boris Diaw, Ronny Turiaf, INSEP, l'équipe de France junior, l'équipe de France senior.
Et après, il a joué ce rôle un peu de grand copain de Kobe, des stars de Miami. Il a toujours fait avec intelligence. Il a pris des rebonds. Il a fait le sale travail pour mettre en valeur les stars. Et il faut des joueurs comme ça, des entre guillemets porteurs d'eau à tous les niveaux. Il a fait 7 franchises. Je pense qu'il n'y a pas un club où il n'a pas été apprécié parce qu'il a une personnalité très attachante, l'antillais. Donc il a fait une belle carrière. Ça ne se voit pas trop dans ses stats. Mais honnêtement, il a fait une belle carrière. On termine avec la déclaration de la semaine et on va revenir sur Damian Lillard, dont vous l'avez promis. La décla de la semaine, elle est signée Steve Kerr, le coach des Warriors. Damian Lillard va remporter l'élection, c'est mon pronostic. On ne parle pas de la présidentielle, même si on préférerait qu'il gagne plutôt que Trump ou Hillary. Lillard président, c'est pas mal. Mais non, Greg Popovich serait mieux. Greg Popovich serait pas mal également. Lillard MVP, donc messieurs, il a donné un grand oui, en tout cas, à sa candidature. Avec ce premier match à 39 points, est-ce que ça vous paraît faisable, Lillard MVP? Déjà, il l'avait annoncé lui aussi. Il le veut aussi, ouais. Steve Kerr l'a dit, mais Lillard a dit lui-même que c'était son objectif. Pour revenir sur la déclaration de Steve Kerr, je pense que, comme on dit en politique, il cherche aussi à allumer un contre-feu pour qu'on arrête de lui poser la question de savoir si c'est Stephen Curry ou Kevin Durant qui peut être MVP. Après, Lillard... Ou Draymond Green ou Klay Thompson. Ils ont 4 candidats. Après, Lillard, 39 points sur son premier match de la saison. Personne n'avait fait mieux depuis Jordan, je crois, avec 13 sur 20 au shoot. Pour moi, c'est possible à 2 conditions. Lillard MVP, il faut d'abord que les Blazers finissent dans le top 4 de la conférence Ouest, parce que si on n'est pas dans le top 4 de sa conférence, de toute façon, on est pratiquement automatiquement éliminé de la course. Et deuxième chose, Lillard doit progresser sur son pourcentage au tir. L'année dernière, il est à moins de 42% au tir. Il est à moins de 37% en play-off. Donc en fait, la marge de progression se trouve là, c'est-à-dire dans la sélection de tir, savoir quand il joue pour lui, quand il fait jouer. Pour le reste, c'est un des très très grands talents de basket de la NBA. On va voir les stats de Damian Lillard de l'année dernière pour se donner une petite idée. 25 points, quasiment 7 passes et 4 rebonds. Georges, c'est qui les adversaires de Damian Lillard? Alors pour ce titre, même si on en reparlera du MVP dans la saison, oui, mais c'est LeBron, Curry, Westbrook, grosso modo, Paul George. Non, pour moi, c'est James Harden et Russell Westbrook, les deux candidats. Parce que je pense que Harden va être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus leader dans le jeu de Mike D'Antoni. Il aura tous les ballons, il va mettre ses 25 points ou plus et 10 passes décisives. Donc statistiquement, il va mettre la barre très haute. Et par contre, Westbrook aussi, parce qu'ils vont avoir énormément de responsabilités. LeBron, j'y crois pas parce que j'ai dit tout à l'heure, il va jouer moins, il va laisser un peu la vedette à Kyrie Irving. Je pense que chez ces trois-là, on trouvera le MVP. Allez, une très bonne lutte qui s'annonce. Nous, on passe au top et au flop. Les tops et les flops sont de retour dans le Hoopcast. La saison vient de commencer et c'est déjà parti. Georges, est-ce que tu es prêt pour ton premier top de la saison? Oui. Eh bien, c'est parti. Je ne suis pas allé chercher très loin. Pour moi, le top, c'est San Antonio hier soir et le flop, c'est forcément Golden State hier soir, pour toutes les raisons que j'ai évoquées plus tôt. Thomas, premier top. Top, pour moi, c'est Karl Anthony Towns des Wolves. Ça doit te faire plaisir. Je suis tout à fait pour. Non, j'attends beaucoup de ce garçon. Sa saison rookie a été vraiment très très belle, à plus de 22 d'évaluation. Personne n'avait fait ça depuis Tim Duncan, je crois. Maintenant, donc on l'a beaucoup comparé à Duncan. Maintenant, voilà sa deuxième saison. Il va falloir apprendre à défendre avec Tom Thibodeau. Il va falloir essayer d'emmener cette jeune équipe talentueuse en play-off. Je pense que c'est un joueur qui a tout pour lui. Mais maintenant, s'il veut soutenir la comparaison avec Duncan avait gagné le titre lors de sa deuxième saison en NBA. Oui. Les contextes, ça va être compliqué. Les contextes étaient différents, mais déjà, qui se rapproche des play-offs et qui continue sur ça. Mais j'en attends beaucoup, ouais. Mon top personnel, ce sera Dave Jorger, messieurs, parce que je voulais mettre les Kings une fois en top dans la saison. Ce sera probablement la dernière. Il essaie de mettre en place une défense collective en ce moment. Il essaie de se relancer. Alors, pour lui souhaiter du courage, je me suis dit que j'allais le mettre en top une fois dans l'année. Après, ça va sûrement tourner au vinaigre et ça va être très long. Voilà, c'est ça. C'était pour être très sympa. Et vous voyez les Wolves en play-off aussi. Hein. Ah, les Wolves, je vous rappelle oui. qu'on n'est pas d'accord. Mais oui, les Wolves, mais on va y revenir. Georges, ton flop? J'ai déjà dit, c'est Golden State. Ah, pardon. Je croyais qu'il fallait donner les deux, mais non, j'ai pas très bien compris c'est pas grave, c'est pas grave. Thomas, le flop. Mon flop, moi, c'est Pat Riley. J'ai énormément de respect pour la carrière de ce grand bonhomme de l'histoire de la NBA, que ce soit pour sa période de coach Showtime avec les Lakers ou d'architecte de franchise à Miami.
Mais depuis le départ de LeBron, qui l'avait égratigné un peu au passage, et puis surtout la gestion du cas Dwayne Wade cet été, où il propose le max à Kevin Durant, et du coup il vexe Dwayne Wade qui part à Chicago. Aujourd'hui, Miami se retrouve vraiment démuni, l'équipe n'est pas excitante, ils sont en pleine reconstruction, et il a vraiment, je trouve, pas très bien géré son été, quoi. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Le manque de reconnaissance vis-à-vis de Wade, c'est vraiment triste. Et pour mon flop, je vais attaquer personnellement Monsieur Georges Eddy. Je ne pensais pas que je ferais ça un jour. Georges, vous avez le droit. Non mais alors, Georges, la semaine dernière, n'a pas mis les Hawks en play-off. Et du coup, je me suis dit que j'allais me faire le porte-parole de tous ceux qui nous ont fait la remarque. Donc, mon flop est Georges Eddy. C'est pareil pour les Grizzlies. Voilà. Et donc, Georges, qui n'a pas mis les Hawks en play-off, j'ai demandé à Paul Harrer en régie de me préparer un tableau avec l'effectif des Hawks. Merci Paul. Dennis Schroeder, Kyle Korver, Ken Bazemore, Paul Millsap, Dwight Howard. Pourquoi ça ne va pas en play-off? Je crois pas du tout à ces 5. Déjà, Dwight Howard, peut-être en quête de revanche, mais est-ce qu'il en est capable physiquement? Je pense que c'est comme Joakim Noah, il est usé. Lui, c'est plutôt par rapport à son dos. Ouais. Schroeder, meneur titulaire. Excusez-moi, jeune meneur de talent, mais pas meneur titulaire pour une équipe qui veut gagner sa poule et faire les playoffs en haut du tableau à l'Est. Korver était moins bon la saison dernière. Bazemore, il a touché le jackpot pour son contrat. C'est un joueur en progression, mais pas vraiment un joueur de 5 non plus. Millsap, c'est le seul joueur qui est à sa place. Ah bah voilà. Et après, le banc est faible. Donc, bon, je suis navré, mais j'y crois pas. Je vais être sympa avec Scott, avec Sefolo-Cha qui peuvent faire des choses. Schroeder, moi, j'aime un peu plus. Et je vais dire en play-off. C'est pour ça que j'étais mis en flop. Du coup, Georges, je vais défendre les Hawks en play-off. Je pense qu'ils seront en play-off quand même. Voilà. Ah non, mais je pense que je suis absolument la seule personne qui ne les voit pas en play-off, mais on verra bien. Si tu as raison, tu seras le seul à avoir raison. Exactement. Oui, ça peut arriver. On passe au débat de la semaine. We talking about practice, man. What are we talking about? Practice. Il y a eu beaucoup de mouvements cet été, mais peut-être pas autant qu'à Chicago. Est-ce que les dirigeants ont fait le bon choix? Est-ce qu'ils vont dans le mur? C'est le débat de cette semaine. Les Bulls vont-ils dans le mur? Messieurs, on va d'abord regarder l'effectif de cette équipe parce que ça a beaucoup bougé. Rajon Rondo est désormais le meneur. Dwayne Wade est à l'arrière. Jimmy Butler, lui, il est toujours là. Taj Gibson aussi. Robin Lopez, Tahiti Bob est arrivé dans la raquette. Avec derrière Michael Carter-Williams, c'est aussi une arrivée de dernière minute. Denzel Valentine, Doug McDermott, Nikola Mirotic, Bobby Portis et Felicio. Pour la rotation, est-ce que ça joue les playoffs, cette équipe? On rappelle que l'an dernier, ils ont été absents des playoffs pour la première fois depuis 2008. Georges, toi, tu n'y crois pas, tu nous l'as dit dans l'émission la semaine dernière. Oui, mais bon, j'ai dit aussi que je pense qu'il y a 12 équipes à peu près du même niveau pour être dans le top 8. On met les 3 meilleurs devant et après tous les autres sont du même niveau. Déjà, je pense que Mirotic va rapidement être dans le 5 à la place de Butler parce qu'il n'y a aucun shooter. De Butler? Non, de Gibson. Bon. Oui, bien évidemment. McDermott, c'est plus ou moins un shooter. Le banc m'a l'air faible. Michael Carter-Williams, c'est comme Rondo, Wade et Butler. Il veut driver. Donc, ça va compacter. Il n'y a pas assez de shoot dans le basket moderne. Sans l'adresse à 3 points, vous n'existez pas. Donc, je ne sais pas. Cette équipe m'inspire pas grand-chose. Thomas, est-ce que ça peut se défaire de tout ça? Il y a quand même 3 All-Stars là-dedans. Non, je pense qu'ils peuvent accrocher la 7-8e place à l'Est, simplement sur le talent, notamment le talent athlétique de Jimmy Butler, de Dwayne Wade, qui même s'il est vieillissant est encore capable de faire de belles choses, de Rondo. Après, je suis d'accord avec les réserves émises par Georges, mais c'est quand même une équipe qui est capable de se qualifier. Après, moi, j'ai d'autres types de réserves sur cette équipe qui concernent le coach, en fait, Fred Hoiberg, qui depuis 2 ans a quand même des joueurs à sa disposition, mais on a l'impression qu'il n'est jamais content des joueurs qu'il a. On a l'impression que c'est un coach qui veut imposer un système avant de s'adapter aux qualités des joueurs qu'il a. Oui, le small ball, son shooter à 3 points... c'est impossible. Ça n'existe pas. On a l'impression qu'il veut imposer quelque chose, mais qu'il a de toute façon à chaque fois les éléments qui vont complètement à l'inverse de son système aussi. Et puis plus grave, au niveau du charisme et de la capacité qu'il peut avoir à tenir un vestiaire et à emmener des joueurs derrière lui. L'année dernière, il y a eu des frictions avec Butler qui lui a demandé à un moment de coacher plus dur, avec Noah où ça ne s'est pas passé, même avec Pau Gasol. On ramène
quelqu'un comme Rajon Rondo qui n'est pas toujours facile à gérer quand ça ne se passe pas très bien avec le coach. Alors ça Ça se passe vraiment bien avec le coach. voilà, moi c'est un peu plus les égos qui m'inquiètent. Alors on va y revenir, mais d'abord on va regarder la catégorie shooting, parce que c'était la première question qui a été soulevée. Et on va voir les stats de ces trois hommes, notamment au shooting. Et ça c'est un peu inquiétant, 36% à 3 points pour Rondo, avec quasiment 2 shootés et demi Et c'est par le match. milieu de sa carrière. C'est ça. Mais à mon avis, c'est un épiphénomène. Il n'a pas dû shooter énormément à 3 points. Le problème, c'est simple. C'est très difficile d'attaquer à 4 contre 5. Ils vont jouer à 4 contre 5. Parce que le défenseur de Rondo, il va reculer de 3 mètres. Vas-y, shoot, tout ce que tu veux. Ça a toujours été comme ça dans sa carrière. Et je pense qu'avec cette équipe-là, ça va être compliqué. Autre question, qui a le ballon? Puisqu'il n'y a quand même qu'un ballon. Et ces trois hommes-là, ils aiment Adorent bien l'avoir. Rondo l'aura parce que c'est le meneur, mais les autres la voudront. Et c'est sûr, non mais c'est le problème. La ligne extérieure est forte individuellement, chacun, mais ils sont sur des profils similaires, et en tout cas des utilisations de la balle similaires et de l'espace sur le terrain. Donc Il n'y en aura pas d'espace, c'est tout le problème. on va avoir le retour de la défense de zone à 5 dans la raquette contre Chicago, quoi. Nicolas Mirotic, Georges, tu en as parlé, et est-ce que ça peut pas être lui le facteur X? Moi je suis assez d'accord sur le fait qu'il peut rentrer dans le 5 très rapidement et donner de l'air finalement à l'extérieur. Le truc, c'est que ça va être facile pour la défense aussi parce qu'ils vont savoir qu'il n'y a qu'un joueur qui peut mettre dedans à 3 points. Donc, le problème, c'est comme Golden State, quand vous avez 3 ou 4 joueurs qui sont à droit à 3 points. Et là, vous ne pouvez pas cibler. Mais bon, dès que Mirotic arrive, vous lui collez dessus et il n'a plus le droit de shooter. Et vous reculez devant les autres et vous jouez en aide. Alors moi je vous trouve quand même extrêmement négatif dans l'ensemble. On a 3 All-Stars ou anciens All-Stars. On a, bon alors Robin Lopez, il a la coupe de cheveux qu'il a, mais il apporte quand même des choses à l'intérieur. Taj Gibson qui est quand même un vrai vaillant et quelqu'un qui apporte des choses. McDermott peut shooter. Valentine, un rookie talentueux. On ne sait pas encore tout à fait ce qu'il peut donner, mais c'est quand même un rookie talentueux. Portis peut apporter des choses. En défense, ça va quand même être bien plus solide que ce qu'ils avaient l'an dernier aussi. Ouais, non, ça je pense que c'est le motif d'espoir, à condition que le coach parviennent à instaurer cet état d'esprit défensif. Rondo peut être un stopper. Wade n'a plus les jambes qu'il avait à 25 ans, mais quand même c'est quelqu'un qui a montré à Miami que dans une défense très oppressante, il peut avoir un rôle intéressant. Butler peut défendre très fort. En gros, pour moi, la clé, ils ne seront pas hyper bons en attaque, mais s'ils arrivent à devenir une bonne équipe défensive, pourquoi pas? Alors, Rondo, c'est un pseudo-défenseur. Il joue l'interception. En 1 contre 1, il stoppe personne et remonte un peu en arrière. Quelle est la dernière saison où Rondo a fait du positif et a fait gagner son équipe? Il faut remonter aux Celtics, mais ça remonte loin. Avec Dallas, il a fichu un peu la zizanie. Ça c'est vrai. À Sacramento aussi. Et malheureusement, j'attends un peu la même chose à Chicago. On va voir, je crois qu'on a les stats défensives de la saison dernière de cette équipe de Chicago. Moi, je vous trouve un peu dur. Alors voilà, 103 points encaissés l'an dernier, 44% autorisés, c'était 16e, ils étaient en milieu de classement. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un significatif mieux. Butler est quand même un fort joueur aussi en défense. Il faut enlever les points que Gasol a apportés, les points, les rebonds, les passes. Mais Gasol apportait rien en défense par rapport à Gibson il a apporté moins qu'avec l'Espagne et plutôt dans sa carrière NBA. Mais je pense que Hoiberg n'est pas du tout un coach défensif déjà. Déjà, c'est peut-être le problème. Alors, moi, je pense qu'ils vont en play-off parce que je pense que sur ce socle, peut-être au moins des caractères et des défenses de ces joueurs-là, ils peuvent y aller. Est-ce que le problème, on a évoqué un peu, ce serait pas de toute façon, oui, l'ego, parce que si ça se met à clasher entre Butler, qu'on a vu l'an dernier, peut-être pas forcément toujours de bonne disposition, Rondo, qui est voilà. Surtout s'il y a beaucoup de défaites. Voilà, ça et peut Wade pourrait en ça. avoir marre au milieu de tout cela s'il commence à s'énerver. Et avec un patron qui, jusqu'à présent, Hoiberg, le coach, n'a pas montré qu'il était capable de tenir ça. Malgré tout, je pense qu'ils vont accrocher les playoffs parce que le talent est là. J'ai beaucoup d'estime pour Wade. Après, on sent aussi que sur cette saison, les Bulls, en fait, ils jouent un peu, ça passe ou ça casse sur la Free Agency 2017. C'est une saison de transition. Je pense qu'ils ont besoin d'accrocher les playoffs pour être attractifs sur la prochaine intersaison où beaucoup de choses vont se jouer pour eux. Dans le mur ou pas dans le mur? Alors, playoff pour Thomas. Ouais. Playoff pour moi, Georges. Pas de play-off et dans le mur. Pas de play-off et dans le mur. L'avis de Georges Gézy est implacable. Nous, on passe au zapping de la semaine.
Brandon Jennings de retour, c'est vrai qu'on aurait pu en parler aussi. Peut-être qu'il pourrait prendre la place de Derrick Rose au fil de la saison, non? J'essaie de lancer une petite. Est-ce que ce serait un bon signe? C'est petite ça la annonce. question. Je ne sais pas pour lequel des deux ce serait le plus mauvais signe en effet. Nous, on va passer au French Corner. Parker gets past Green is fouled and whips it in. What a shot! Ils seront encore 11 à représenter la France en NBA cette saison. Qui sera le meilleur Français de cette saison? C'est la question de notre premier French Corner. Messieurs, on les a divisés en plusieurs catégories, 3 catégories. Exactement, les jeunes, les vétérans et les coupés, parce qu'il y a eu aussi malheureusement de la casse cette semaine. On va y revenir. Et on va commencer par les jeunes avec en action toutes leurs stats de la pré-saison. Messieurs, Evan Fournier, Nicolas Batum, Rudy Gobert, Geoffrey Lauvergne et Timothée Luwawu. Ce sont ceux qu'on a choisis chez les jeunes, que les autres nous excusent, ils ont passé 30 ans. Gros contrat pour Batum, 120 millions, 85 millions pour Fournier. Évidemment, ce sont eux qu'on va attendre le plus. Fournier était le meilleur scoreur français l'an dernier. Thomas Bergeron, qui a écrit American Dream, que je rappelle et que je vais déjà montrer devant moi. Thomas Bergeron, Evan Fournier meilleur scoreur, est-ce que ce sera encore le cas cette saison? Sans doute, puisque ses responsabilités vont être accrues du côté d'Orlando. Il sera clairement le leader de l'attaque sur les lignes extérieures avec une raquette renforcée. C'est un des seuls shooters fiables de l'effectif. Et puis c'est un garçon qui a un mental incroyable, c'est-à-dire que pendant un moment, on pouvait se poser la question de savoir s'il avait le physique pour jouer en NBA. Cette question est depuis évacuée. C'est un mec qui progresse, qui a en ligne de mire Ginobili, son idole. Entre sa mentalité et son éthique de travail, il n'y a aucune raison de penser qu'il marquera moins de 15 points cette saison, quoi. Moi, je le vois plus près de 20 que de 15, 18. Et tout à fait d'accord avec tout ça. Et j'adore Evan Fournier. Il va être revanchard par rapport à sa non-sélection en équipe de France pour les Jeux Olympiques de Rio. Donc, à la limite, je dirais que ça va être lui le meilleur Français en attaque cette saison et Gobert en défense et au rebond. C'est assez d'ailleurs effarant de dire il n'était pas là à Rio, mais c'est quand même le meilleur Français qu'on a en NBA actuellement. Bon, mais ça, c'est un autre problème. Là, on ouvre un autre débat. C'est un autre débat. Très honnêtement, c'était peut-être la plus grosse erreur dans sa carrière de sélectionneur de Vincent Collet. Très probablement. Nicolas Batum va-t-il passer un cap? Ça, c'est une vraie question. Il a un très gros contrat. Il a dit que ça n'influerait pas sur son jeu et on peut très bien le croire, ça, c'est pas le problème. Mais les attentes sont là, c'est un fait. Et au final, il n'a pas l'air non plus de passer des caps particulièrement ces dernières années. Alors, je me rappelle, le débat a existé quand il a signé son contrat à Portland il y a quelques années. Un débat qui a été évacué assez vite. C'est vrai que là, on est encore un peu sous le choc des sommes qui ont été signées cet été. Malgré tout, je pense que c'est sa valeur sur le marché. Après, on a vu cet été, dans un contexte un peu différent, mais qu'il n'a pas forcément très bien géré cette signature mentalement. Il n'était pas dans les meilleures dispositions Tout à fait. aux Jeux Olympiques. Il revient dans un contexte où il a la balle, où il a des responsabilités. Maintenant, ça va être à lui d'assumer, mais c'est pas évident parce que Charlotte a perdu des joueurs. Beaucoup de choses vont reposer sur ses épaules et celles de Kemba Walker. Et pour le coup, le destin de la franchise de Charlotte sera très dépendant de son rendement. Et pour l'instant, il n'a pas Moi, montré. j'y crois. En fait, le défi, c'est de faire aussi bien que la saison dernière. Ils vont avoir du mal à faire mieux, mais s'ils peuvent faire aussi bien, aller en play-off, éventuellement exister au premier tour, ça serait déjà formidable. Mais c'est clair que Batum aura le ballon. Et alors, pourquoi il a touché autant d'argent? C'est parce qu'il fait un peu tout et son coach reconnaît que toutes ces petites choses ont cumulé, ça aide son équipe à gagner davantage de matchs. Mais donc, il n'y aura pas forcément plus de stats. C'était surtout ça ma question. Non, il sera dans les mêmes stats à peu près. D'ailleurs, il a dit, c'est pas parce que j'ai ce contrat que je vais changer quoi que ce soit. C'est par rapport à ce que j'ai fait la saison dernière que j'ai eu le contrat. Donc, il faut que je fasse aussi bien. Donc, on reste dans la lignée et c'est déjà très bien. Rudy Gobert, donc on l'a dit, Georges, meilleur défenseur. Ça paraît établi. Il va être dans ce rôle-là toute la saison. Oui, bah c'est son identité, hein. Il peut marquer plus de points, comme tu l'as dit tout à l'heure, Georges, notamment grâce au service de Boris, qui en termes de... Pour trouver des petites passes entre les intérieurs, c'est quand même une des références mondiales, donc il va profiter de ça. Et George Hill. Et George Hill aussi. Après, on n'a pas encore vu un Gobert capable d'enchaîner vraiment des mouvements de haut panier sur des situations de 1 contre 1. On ne l'a pas encore vu être capable de marquer avec de la consistance un petit tir à 3-4 mètres. C'est ce qu'il faut qu'il travaille pour devenir All-Star. Pour l'instant, il ne l'a pas, mais de toute façon, il a les minutes sur le terrain. C'est quelqu'un qui aime travailler aussi.
Moi, j'attends quand même l'année de l'explosion pour de bon. Il faut qu'il se concentre sur les alley-oops et attraper le balle dans le trafic et monter droit au panier. Même en équipe de France, il ne le faisait pas cet été, mais par contre, en pré-saison, il a commencé à le faire. Et il faut aller dans ce sens-là. Il a claqué un beau dunk d'ailleurs dans son premier match. Quel rôle pour Geoffrey Lauvergne à OKC, Georges? Est-ce qu'il va réussir à se faire une petite place? Oui, il fait penser un peu à Canter, donc ils vont se relayer. Il va mettre des points, mais il a des grosses faiblesses en défense. C'est ce qu'on a vu avec l'équipe de France à Rio contre l'Espagne, surtout sur le pick and roll. Peut-être il va progresser en défense cette saison, mais honnêtement, il va être un très bon joueur de rotation en sortie du banc. Timothée Loaou, Thomas, est-ce qu'on attend quelque chose avec Philadelphie cette saison? Dans des petits nouveaux. Il est encore très jeune. La marche entre son équipe avec Belgrade en Ligue Adriatique l'année dernière et la NBA est quand même élevée. Après, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, il tombe dans une équipe des Sixers qui est très faible, en plus qui est touchée par les blessures. Il y aura probablement des opportunités. Je pense que c'est un joueur à qui il va falloir 1 ou 2 ans avant de le voir productif à ce niveau-là, quoi. Personnellement, je ne le vois pas jouer du tout cette saison. On passe aux vétérans. Alors, on l'a dit, les plus de 30 ans, ce qui est tout à fait honorable. Tony Parker, Boris Dio-Joachim Noah, Yann Mailly, Alexis Ajinça, eux, alors on va presque même globaliser, messieurs, j'ai envie de dire, on sait presque déjà à quoi s'attendre et on sait déjà ce qu'ils vont tous livrer en termes de consistance. J'espère que Boris va livrer un peu plus qu'en pré-saison. Alors oui, la pré-saison, Boris a livré le minimum. Mais on sait en tout cas ce qu'ils apportent à leur équipe. Aujourd'hui, on n'attend plus de progression, on attend juste une certaine consistance, non ? De la part de Joachim Noah, on peut attendre plus si jamais vrai. Il retrouvait son intégrité et son volume physique. Après, effectivement, comme l'a dit Georges, malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas tout à fait la direction que ça prend. Pour les autres, normalement, effectivement, ce sera du rendement assez stable. Tony Parker, plus meneur, Boris Dio pour aider les jeunes, cette jeune équipe d'Utah. Joachim Noah, on l'a dit, on espère que ça va aller mieux. Yann Mailly, il va apporter ce qu'il sait faire à Washington, ce qui pourrait leur faire beaucoup de bien d'ailleurs. Oui, il faudrait que le club commence à comprendre qu'il peut apporter plus. C'est vrai. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Oui, et puis il est blessé pour le moment. Alexis Ajinça, par contre, ça reste aussi toujours une énigme. C'est toujours très variable selon son temps de jeu à New Orleans. Je ne pense pas qu'il va faire un breakout season, comme on dit aux États-Unis. Ça va être encore la même chose. C'est déjà pas mal. Tony, c'est le cas le plus intéressant pour moi parce que le problème, c'est que vous avez Tony Parker et Patty Mills et derrière, personne. Donc, s'il a le moindre pépin physique, ça risque de faire un peu écrouler le château de cartes de San Antonio qui avait un effectif pléthorique la saison dernière et, comme j'ai dit, un effectif beaucoup plus réduit. Super 5, mais un banc qui manque d'expérience. Donc, je pense que ça peut poser des problèmes, mais Tony gère très très bien la transition entre son rôle de scoreur et maintenant c'est un vrai playmaker organisateur. Un petit mot sur Kevin Serafin qu'on n'a pas vu dans le tableau, mais qui est donc à Indiana désormais derrière Miles Turner et Al Jefferson. Est-ce qu'il va avoir du temps cette année, ce qui n'a pas été le cas vraiment à New York? Jefferson, il est fragile, hein, donc c'est une opportunité déjà. Il peut avoir du temps. Oui, il peut avoir du temps sur les blessures des autres, mais sur la hiérarchie classique et attendue de l'équipe, il est quand même 5e intérieur, donc il ne faut pas s'attendre à des merveilles malgré tout. Malheureusement, il y a aussi eu de la casse cette semaine. 3 joueurs français ont été coupés. On va les voir en tableau. C'est Damien Inglis, Axel Toupane et Livio Jean-Charles. Damien Inglis n'avait pas joué en pré-saison avec les Knicks. Axel Toupane, 11,7 rebonds. Et Livio Jean-Charles, toute petite stat. Et la surprise, c'est évidemment Axel Toupane. Alors, c'était pas garanti, mais il avait quand même signé pour 2 ans à Denver. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est difficile à dire, effectivement, parce que l'année dernière, c'était un peu le Cendrillon, la belle histoire du joueur qui reste en D-League et qui décroche à la sueur de son front une place dans un effectif NBA. En plus, il a plutôt été bon sur la fin de saison avec Denver. Après, il faut toujours se méfier des fins de saison un peu garbage time et des équipes qui n'ont rien à réussir, donc qui brillent dans un contexte. Et sur l'intersaison, Denver a d'autres ambitions et il ne fait plus partie des plans. C'était quand même un joueur qui était à la limite, quoi. Oui, il faut voir les autres joueurs qui sont sur son poste. C'est Denver qui a décidé qu'il n'avait plus sa place. Et moi, je me demande quelle va être la suite pour ces 3 joueurs. C'était ma prochaine question. Europe, voilà. Oui. Moi, je leur suggère de plutôt revenir dans une grosse équipe européenne où ils vont avoir des responsabilités plutôt que de traîner en D-League. Mais attention, parce que dans une grosse équipe européenne, ce n'est pas des joueurs qui, jusqu'à présent,
ont montré qu'ils étaient capables de jouer dans une grosse écurie, quoi. Ils ont signé en NBA sur du potentiel, mais Damien Inglis, en fait, on l'a jamais vraiment vu jouer Oui, tout à fait. niveau professionnel. Et, Oui, je ne parlais pas du Real Madrid et CSKA Moscou. Ouais. Mais bon, éventuellement des équipes de notre Basketball Champions League. Je pense qu'il y a sans doute des équipes qui seraient ravies, notamment Strasbourg serait très content de récupérer Axel Toupin. J'allais vous dire justement que Alexis Aginsa était revenu à Strasbourg avant de repartir en NBA. Ça peut aussi être une option. oui. Tout à fait, il s'est relancé comme ça. Après, c'était un niveau de talent supérieur à ces joueurs-là, Alexis, quand même, par sa taille et ses qualités techniques. Après, Jean-Charles Livios, c'est quand même malgré tout un peu... ça fait mal au cœur, quoi, ce joueur qui était si bien parti avec un hoop summit record pour un Français et une grosse blessure au genou dont qui a vraiment brisé l'élan de son début de carrière, quoi. Mais la saison passée, il fait 5-6 points par match à Lyon-Villeurbanne. Est-ce que ce n'est pas un peu ambitieux de croire que vous allez trouver une place dans le 15 des Spurs de San Antonio derrière? Il a de la chance, on lui a payé son contrat. Donc financièrement, il est tranquille. Donc moi, je dis à ces trois-là, par rapport à leur âge, faites un choix sportif. Et s'ils ont des bons agents, c'est ce qu'ils vont leur dire. Faites un choix sportif, du temps de jeu, jouez au meilleur niveau possible où vous pouvez jouer 25 minutes par match. Et là, on va voir votre talent. Un mot, juste un nom, messieurs, qui sera donc le meilleur français, le MVP pour vous, pronostic français de la saison NBA? Gobert. Je vais prendre Fournier parce que je suis également la seule personne qui croit que Orlando va faire une belle saison. Et je vais choisir Evan Fournier aussi comme MVP. Messieurs, on va passer au pronostic. Ça, c'est le moment de dire que j'avais poussé les gens à C'est vrai. choisir San Antonio avec le Et ben compte voilà. à 4 contre 1. J'espère qu'ils m'ont écouté. Et voilà, c'est ça, j'allais le dire dans le lancement, mais Excuse-moi, Georges jubile depuis t'ai le coupé début la de parole. l'après-midi parce qu'il a choisi les Spurs la semaine dernière et qu'il vous a fait gagner énormément Le d'argent. pire, c'est que j'ai même pas vraiment choisi les Spurs, mais j'ai dit, vu la cote, C'est ça. c'est le moment ou jamais de prendre les Spurs. Alors là, on n'a pas les cotes, mais on a un pronostic. Le match, c'est Hornets-Celtics. Ça a lieu dans la nuit de samedi à dimanche à Charlotte. Georges, sur qui tu paries, Charlotte ou Boston? Je prends Boston parce que je pense qu'avec l'arrivée de Horford, cette équipe va être nettement plus forte. Ça va être difficile de gagner sur le terrain de Charlotte. Et allez savoir, peut-être Charlotte va être favori de... Bon, là, il ne va pas y avoir une grosse différence entre les deux. Donc, c'est peut-être le moment de jouer Boston, justement, de faire une petite surprise sur le terrain de Charlotte. Thomas, Boston ou Charlotte? Ouais, non, je pense que c'est plus intéressant sur un match comme ça de jouer sur l'équipe à l'extérieur. Et en plus, je pense que Boston va être vraiment pas mal cette année. Non, moi aussi. De deuxième à Donc, l'Est, je les vois passer devant Toronto, là. Eh bien, Boston et Boston pour les pronostics. On passe au quiz. J'aime beaucoup cette petite note de jazz, en effet, sur le jingle du Pourtant, quiz. vous êtes jeune pour aimer le jazz. Hein? Mais y a pas C'est de- pas non, du y a pas hip-hop de- et du non, rap je suis hardcore pas- que non, tu je- préfères, non, toi? Non, je suis pas très hip-hop, figurez-vous, mais j'aime bien le jazz. Moi y a non pas plus, d'âge. donc on a les mêmes goûts, c'est incroyable. C'est donc l'heure du quiz de fin d'émission. Messieurs, Thomas, tu vas pouvoir te mesurer à Georges Eddy et au public. Nous donner les scores à la maison si vous voulez, on vous les donnera au fur et à mesure de l'année. Messieurs, première question, LeBron James vise un 5e titre de MVP, il l'a dit. Il est pour le moment à égalité avec Wilt Chamberlain. Qui sont les 3 hommes qui sont devant? Et je vous donne 2 points si vous arrivez à me Karim donner le nom Abdul-Jabbar, de... Jordan. 6. Alors, Non, le MVP en saison régulière. MVP saison régulière. Non, c'est Karim Abdul-Jabbar, Bill Russell, Oui. et alors le troisième, avec 6 titres de MVP. City de MVP. Wow. Ah non, j'ai dit les 3 qui sont devant. Donc ils en ont 5 ou 6. Puisque LeBron n'en a que 4. OK. Et Jordan, Donc, Donc Jordan, voilà. Ouais. Jordan, Russell et Karim Abdul-Jabbar. Deux, hein, ouais. On va oh, donner les d'accord, 3. OK. Et Jordan a fait 6 titres de MVP en saison régulière? non, Jordan en a 5, On a Russell cinq. en a 5 Cinq, et ok. Karim Abdul-Jabbar est le seul à en avoir 6. OK. Bon. J'ai dit 2 sur 3. 2 sur 3. Allez. Quand même, on est d'accord. Oui, vous avez le point à Le vous point deux. pour toi. Allez, question visuelle. On va faire des visuels de temps en temps et j'aime bien vous ressortir un petit joueur des années 2000 cette fois. Et vous allez me dire qui c'est. Est-ce que vous le reconnaissez? Il a joué avec les Nets, donc 2 finales au début des années 2000. Sa meilleure saison est à 10,3 points Kerry par Kittles? match. Non, c'est pas lui. Ses meilleures saisons étaient à 10,3 points par match en 2002-2003. C'était un intérieur. Je pensais pas qu'il serait difficile C'était comme pour ça. les finales contre les Lakers et contre les C'est Spurs. ça, mais c'est pas un intérieur. Il a l'air plus fat sur la photo qu'il Ouais. n'est en vrai.
je sèche là. Ah, il avait eu un masque à une époque, il s'était cassé le nez, je crois. Je me souviens des Kittles, c'est pas Kenny Anderson. Non. Elle m'avait pas marqué cette C'était équipe un de peu New le- Jersey, même si elle avait fait deux Il fois y les avait finales. Kenyon Martin, Alors, Jason il y avait Kidd, Jason Kerry Kidd. Kittles. Jefferson. Je vais vous le dire, c'était Lucius Harris. Voilà. J'aurais pu attendre jusque demain, j'aurais Voilà, pas trouvé. Ouais, moi non sorti, plus, vraiment, non. je sais pas pourquoi je pensais à lui l'autre matin et du coup je me suis dit que j'allais vous mettre une photo de Lucius Quelle Harris. drôle de pensée matinale. Exactement. On va parler. Non, Parce qu'il c'était pas ce genre de il pensée. aime bien nous piéger, ce Voilà. Et puis on va terminer avec un autre blind test. La semaine dernière, on a écouté Georges Eddy. Là, on a décidé de passer à un tout petit peu plus récent, avec tout le respect que je te dois, Georges. Un peu plus récent, c'est même très très récent. Paul Harrer, envoie-nous le son, comme on dit chez les jeunes. School lunch, then after school bus. That's how we grew up. At night them tools bust. My pops had schooled us. It's every day. A life Damien for Lillard. C'est replays. Damien Lillard. Le point pour Georges. Je suis chaud, Le point pour Georges, c'est le premier album de Damien Lillard qui est sorti cette semaine, qui s'appelle The Letter O. Apparemment, c'est de loin le meilleur rappeur dans Rappeur de- l'histoire des sportifs. Apparemment. C'est vrai qu'il est plutôt très bon, même sans être très amateur de hip-hop. Il est Juste devant chaque. Ah oui, c'est un peu dur là. ATP. C'est un peu dur. Non, mais il est très très bon, Damien Lillard, en l'occurrence, c'est vrai. Voilà pour le quiz. On va terminer avec un concours, messieurs, parce que Thomas Bergeron, notre invité de la semaine, est aussi l'auteur de Dream Team, que vous voyez ici. American Dream, American ça Dream. s'appelle. Oh. Dream Team, c'est un autre livre qui sort de Jack McCallum, traduit en français. Excusez-moi, On va être honnête avec les autres. J'ai honte, je me cache. Voilà, American Dream, le livre de Thomas Bergeron sur l'épopée des Français en NBA, c'est très très bien, ça part de très loin, avec notamment Hervé Dubuisson et tous les pionniers, Jérôme Moïseau, Tariq Abdul-Wahad, donc c'est très très bien documenté, n'hésitez pas. Et aussi, parce que cet homme est plein de talent, nous avons aussi le livre d'or du basket 2016, qu'on voit ici. Donc nous allons vous en faire gagner, je crois que 5 exemplaires chacun. Je crois, Je m'inscris tout de suite. On fera parce que la- ces on fera deux livres, le- superbe. On fera la répartition. En tout cas, on vous en offre 10 exemplaires au total. La question, quelle fac a retiré le maillot de Tariq Abdul-Wahad ? Quelle fac a retiré le maillot de Tariq Abdul-Wahad ? Vous envoyez votre réponse à jeu@basketusa.com. Par email, il y aura un tirage au sort pour désigner les vainqueurs. On va terminer donc ainsi le Hoopcast numéro 138. Georges, une petite présentation magazine peut-être, parce que j'ai fait les livres. Parce que j'ai eu la chance d'être le rédacteur en chef invité du 4e numéro du magazine Attitude. Moi, c'est surtout la saga de la NBA avec des magnifiques photos de toutes les époques et puis tous les autres sports US, dont Attitude. Voilà pour le petit instant libre. Merci beaucoup Thomas Bergeron de nous avoir rejoints. Eh ben, merci de votre invitation. Tu es le bienvenu. C'est très agréable. Tu es le bienvenu toujours. Georges, merci beaucoup pour Merci, Alain. ce deuxième épisode de la saison. C'est comme ça qu'on termine l'épisode 138. On vous rappelle que le C'est pas été trop consensuel, ça Mais va? non, il n'y a OK, pas de souci. cool. Y a pas de souci. Vous en faites pas. Donc le Hoopcast sur Basket USA, Dailymotion et iTunes. Pour nous suivre, vous avez tous les réseaux sociaux à la fin. Merci beaucoup Georges, merci beaucoup Thomas. On vous laisse et on vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye!